En 2026, les contrôles fiscaux explosent en micro-entreprise et personne n'est épargné. Donc dans cette vidéo, je vous partage les 11 plus grosses erreurs qui déclenchent un contrôle à coup sûr et comment les éviter. Donc on est parti. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo ? Parce qu'il y a de plus en plus de contrôles fiscaux en micro-entreprise depuis le début de cette année 2026 et ça risque d'être même le cas je pense en 2027, etc. Et ça vient souvent des mêmes raisons. Donc on va voir les 11 plus grosses erreurs et veille à n'en faire aucune d'entre elles pour être sûr de ne pas avoir de contrôle. Donc la première des erreurs, c'est une incohérence entre les montants déclarés à l'URSSAF et ceux rapportés sur sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc quand on déclare son impôt sur le revenu, d'ailleurs actuellement on est en période déclarative, il faut que ça soit cohérent parfaitement par rapport à ce qu'on a déclaré sur l'URSSAF. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui a déclaré sur l'URSSAF tout au long de l'année 35 000 € de chiffre d'affaires en déclaration, mais qui sur son avis d'impôt sur le revenu, on peut voir que les montants déclarés n'ont strictement rien à voir, ça crée une incohérence et il y a un croisement entre l'URSSAF et les impôts qui est systématique. Donc même si c'est 500 € d'écart, ça déclenche souvent une demande d'explication. Donc clairement, veillez toujours à faire en sorte d'avoir de la cohérence entre ce qu'on déclare à l'URSSAF et ce qu'on déclare aux impôts parce que tout est relié, ça fait partie de l'administration publique. En deuxième des points, c'est le dépassement des seuils de franchise de TVA sans changement de régime ou sans facturation de la TVA. Et ça, c'est une grosse erreur. Et le truc, c'est que clairement, c'est aussi un élément qui déclenche un contrôle très facilement. Pourquoi ? Parce que la TVA, il faut savoir, c'est ce qui rapporte le plus d'argent à l'État français. C'est pas les impôts, c'est la TVA. Donc clairement, si la TVA, on ne la déclare pas, on ne la collecte pas pour l'État alors qu'on devrait le faire, aussi, on prend un gros risque là-dessus. Donc si le chiffre d'affaires il est supérieur à 91 900 € pour les activités d'achat-revente ou 36 800 € pour les activités de services ou de prestations libérales en 2025-2026 sans collecter la TVA, il y a une alerte automatique et le redressement rétroactif possible. Et comment il détecte si on est assujetti à la TVA et qu'on ne la collecte pas ? C'est très simple, quand on déclare notre chiffre d'affaires à l'URSSAF, au bout d'un moment, sur 12 mois, on voit sur l'URSSAF du coup exactement combien on a fait de chiffre d'affaires. Et donc si on est au-dessus des seuils qu'on a vu ici, on devrait collecter la TVA. Et les impôts vont se dire mais attends, là la personne dépasse les seuils, elle ne collecte pas la TVA, donc on contrôle. Et le problème c'est que au-delà en fait de juste devoir entre guillemets payer la TVA qu'on n'avait pas à payer et collecter, c'est surtout les agios, les pénalités et les amendes qui peuvent faire suite par rapport à ça. Ensuite, en troisième des points, c'est un chiffre d'affaires qui est systématiquement proche du plafond sans jamais le dépasser. Et pour le coup, ça, c'est aussi un petit peu trop parfait. C'est une suspicion d'optimisation artificielle avec du report de facture. Donc, ils ont des algorithmes qui repèrent ce pattern millimétré. Donc, si on prend un exemple simple, si le plafond de chiffre d'affaires en prestation de service, c'est 77 700 € maximum et que comme par hasard, la personne arrive toujours à 75 000, 74 000, 76 000, jamais sans le dépasser. Souvent, c'est pour rester sur le seuil de la micro-entreprise et rester en micro-entreprise parce qu'elle ne veut pas changer de structure parce qu'il y aura plus de taxes. Et pour le coup, souvent, pour faire ça, elle fait un report de facture à ses clients en disant je vous facture que à partir de telle date. Comme ça, je sais que je laisse cette année avec le seuil de la micro. Et ça, clairement, aussi, ça reste de l'optimisation, mais qui n'est pas légal, le report de facture. Donc, à éviter absolument par rapport à ça. Quatrième des points, c'est la baisse brutale et inexpliquée du chiffre d'affaires une année sur l'autre. Donc pour le coup, ça peut suggérer du travail au noir ou de la dissimulation de recettes. Donc l'administration, il va comparer avec les normes sectorielles. Prenons un exemple simple, une personne qui a une activité, je prends l'exemple d'architecte d'intérieur en micro-entreprise, et l'État, l'administration fiscale, a les chiffres à peu près au niveau de certaines activités. Que ce soit une personne qui est dans le domaine qui est architecte d'intérieur, une personne qui est dans le domaine du bâtiment en tant que plombier en micro-entreprise, une personne qui est dans un domaine spécifique. Donc il y a des normes. Donc si on est énormément en dessous des normes ou énormément au-dessus des normes, pour le coup, ça peut aussi activer un petit peu des alertes parce que des fois, c'est pas forcément compréhensible, surtout ici quand c'est une baisse brutale, inexpliquée, c'est-à-dire que la personne concrètement, elle a toujours que sa micro-entreprise, elle n'a pas repris un travail de salarié à côté, donc ça peut paraître bizarre. La personne fait énormément de chiffres et l'année suivante,
elle est toujours 100% en micro-entreprise, elle s'est pas lancée dans une activité de salarié ou quoi que ce soit, et pour autant, la micro-entreprise, les chiffres baissent énormément. Donc ça peut aussi être un élément important à prendre en considération au niveau des contrôles. 5e point, c'est l'écart entre la TVA collectée, déclarée et le CA déclaré à l'URSSAF. Donc là aussi, incohérence directe, le croisement automatique, redressement quasi systématique. La TVA, c'est vraiment un élément fondamental où il faut respecter parfaitement les seuils. J'en ai parlé ici un petit peu précédemment entre les incohérences qu'il y a ici et les dépassements des seuils de franchise de TVA. Et là, concrètement, c'est un écart entre ce qui a été collecté et déclaré directement. 6e point, c'est un décalage flagrant entre le niveau de vie de la personne, donc achat immobilier, voiture de sport, et le faible CA déclaré. Aujourd'hui, l'administration fiscale, ils ont accès à tout, à tous nos comptes bancaires, etc. Et donc ça, c'est vraiment un problème parce que le fisc, ils vont croiser notamment les informations au niveau des notaires, des assurances de voiture, des réseaux sociaux, un train de vie qui est incompatible égale examen de situation fiscale personnel, et ça c'est quelque chose qui est énormément présent aujourd'hui parce que ils ont des algorithmes, des outils. En plus avec l'IA aujourd'hui, c'est encore plus simple d'aller chercher les informations concernant une personne, les réseaux sociaux, au niveau aussi, on l'a vu, assurance voiture, notaire si la personne a acheté un bien immobilier, etc. Donc ça, fondamental. Aussi les comptes bancaires. S'il y a plus d'argent que imaginons la personne, il y a un compte bancaire où il y a de l'argent qui arrive, un certain montant, alors qu'au niveau de la déclaration de son URSSAF, il n'y a pas du tout ce montant-là, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est d'où vient cet argent, qu'est-ce que ça fait là? Donc ça, fondamental. 7e des points, c'est l'utilisation intensive de comptes bancaires personnels pour l'activité professionnelle au-delà des tolérances légales. Alors, au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, sans compte pro dédié, il faut savoir que du coup, c'est une obligation qu'on n'a pas respectée. Donc, on peut avoir de la suspicion de mélange pro-perso, de la dissimulation, et dès qu'on fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, on a l'obligation d'avoir un compte pro dédié. Donc, ça, vraiment hyper important. Et même en soi, si tu fais moins de 10 000 € par an, moi, je te conseille d'avoir un compte pro dédié pour ton activité parce que ça permet de faire en sorte que pas tout soit mélangé, le compte perso avec lequel on fait ses courses, mais où on reçoit aussi des paiements pro. Non, je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir un compte pro qui est dédié à notre activité. Et pour ça, tu en as 2 que je peux te conseiller. Les 2 meilleurs comptes pro que tu as sur le marché. Alors, tu en as un gratuit, un payant. Le payant, c'est Revolut en pro, pas le compte perso. Compte perso, interdit de l'utiliser pour une activité pro. Tu peux te faire bloquer ton compte. Dans les conditions générales des comptes perso, c'est interdit de les utiliser pour une activité pro. Donc, le compte pro, il est à 10 € par mois de Revolut. Il est très, très bien. Et pour le coup, je te mettrai le lien ci-dessous pour que tu puisses avoir directement 80 € offerts à l'ouverture de ton compte pro Revolut en micro-entreprise. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, tu en as un deuxième qui là est gratuit. Donc c'est Indy directement. Et je te mettrai aussi le lien ci-dessous pour que tu puisses ouvrir un compte pro Indy gratuitement. Et comme tu peux voir, tu as un code promo qui est intégré, tu as un bonus à l'ouverture de ton compte pro gratuit. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site en direct, tu n'as strictement rien offert. Et moi, j'ai un compte pro de chez Indy et qui est très très bien. Ensuite, on passe directement au 8e des éléments, c'est la dénonciation. Et souvent, ça peut être par un ex-conjoint, un voisin, voire même un concurrent. Et la dénonciation aujourd'hui au niveau des contrôles fiscaux qui ont lieu, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent, clairement. Donc concernant cet élément-là, c'est du signalement anonyme via impôts.gouv.fr ou du courrier, parce qu'on peut signaler une personne ou une entreprise depuis impôts.gouv, et donc ça peut déclencher une vérification ciblée, même sans preuve, et c'est ça le pire, quoi. Donc ça, c'est un élément important, donc c'est pour ça qu'en général, ici on peut voir que c'est souvent ex-conjoint, donc ça va être des ruptures, un voisin qui aime pas forcément la personne ou qui dit purée mais c'est bizarre, la personne elle dit qu'elle est au chômage, en fait elle encaisse tant d'argent, elle roule avec telle voiture, elle a plusieurs voitures, bizarre tout ça, ou un concurrent directement qui veut faire du mal à notre activité, c'est important quoi, ça peut arriver. En 9e des points, c'est la dépendance économique exclusive envers un seul client. Et ça, c'est un risque de salariat déguisé. Et c'est quelque chose d'hyper important qui est notamment beaucoup présent pour les personnes qui vont être dans le domaine de l'informatique en tant que freelance prestataire. Il faut faire vraiment gaffe à ça. C'est que si on a le 80% du chiffre d'affaires qui provient d'un seul client plus de la subordination, ça peut être requalifié
de manière possible au niveau d'une activité de salarié. Donc cotisation URSSAF plus impôts réclamés par rapport à ça, qui vont s'ajouter déjà à la partie qu'on a payée. Donc c'est pour ça que ça, notamment pour les freelances, il faut toujours veiller à avoir au moins 2 clients, même si c'est un client régulier et après la mission vraiment qui est pas régulière, mais qui est de nouveaux clients de temps en temps, pour éviter cette partie-là, lien de subordination avec un seul client et être sur la requalification potentiellement comme une sorte finalement de salariat déguisé. Maintenant, en 10e des points, c'est le défaut de facturation électronique qui est obligatoire en 2026 et du coup c'est depuis 2026 et ça va vraiment faire exploser les contrôles fiscaux. Vous allez voir pourquoi. Parce que concrètement, la facturation électronique à partir de 2026 devient obligatoire pour toutes les micro-entreprises. Et concernant cette partie-là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'en fait, si on ne passe pas par un logiciel agréé par l'État qu'on appelle PDP, en fait, il n'y a pas le e-reporting. Le e-reporting, c'est que pour les plateformes agréées par l'État par lesquelles il faut passer. Et donc, si les données ne remontent pas à l'État, clairement ça veut dire qu'on n'est pas inscrit. Et rien que par rapport au fait de non être inscrit sur une plateforme PDP agréée par l'État, on prend des amendes. Donc ils ont mis une amende mensuelle, une amende pour l'e-reporting et une amende pour la facturation électronique. Donc j'en ai fait même une vidéo dédiée et clairement ça va extrêmement vite. C'est qu'il y a 500 € à la mise en demeure, il y a 1000 € sur certains éléments qui ne sont pas conformes. Donc pour ça, passe bien par un logiciel de facturation électronique pour faire tes factures qui est agréé PDP. Et dans mon cas, moi j'utilise celui-ci, donc j'utilise Indy depuis 3 ans. Alors avant, c'était pas obligatoire, la facturation électronique, c'était pas présent. Là, c'est que depuis 2026, mais c'est vraiment l'outil que je te conseille. Et je te mettrai aussi un lien en description pour faire ta facturation électronique gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser ce code promo qui est Julien 1 mois. Tu le verras aussi, il est directement intégré via le lien que je te mets en description. Ça te permet d'avoir un bonus sur la version gratuite parce que tu peux faire toute ta facturation électronique gratuitement. Et sur les versions payantes, ça te permet aussi d'avoir un mois offert sur toutes les versions payantes. Donc n'hésite pas à en profiter. Et là, tu vois, on est sur mon compte. Et donc, c'est un outil qui te permet d'être conforme là-dessus et surtout de pouvoir activer la facturation électronique. Donc moi elle est déjà activée, donc là je vais pas pouvoir la réactiver, mais pour te montrer un peu comment ça se passe, Indy, là tu as le pilotage. Alors je vais pas cliquer dessus sinon je vais devoir tout flouter, mais tu peux voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois. Transactions, là tu as les transactions de ton compte bancaire qui remontent. Le compte pro, donc là tu peux ouvrir un compte pro gratuit Indy. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je te conseille à faire là, c'est notamment en période déclarative. Et facturation, c'est ici que tu peux faire ta facturation de manière électronique et là tu auras ton chiffre d'affaires total, le encaissé, le non payé. Et pour directement activer la facturation électronique gratuitement, je vais te montrer comment ça se passe. Alors pour le coup je te mettrai le lien en dessous et là il suffit de cliquer directement sur démarrer. Ensuite, on arrive sur cette page. Quelle est votre situation actuelle? Donc nous, on a déjà notre micro-entreprise. Donc je vais cliquer là. Pour quelles raisons voulez-vous utiliser Indy? Alors il y a plusieurs possibilités. Moi, il faut savoir que je m'en sers pour plusieurs choses. J'ai un compte pro. Je fais aussi ma télédéclaration au niveau de l'URSSAF, aussi au niveau de la TVA, la CFE, etc. Donc je fais tout avec. Mais toi, si tu veux juste faire ta facturation électronique gratuitement, tu mets être conforme à la facturation électronique, continuer juste là. Et ici, tu n'as plus qu'à créer un compte. Alors, le seul truc, c'est que moi, si je clique sur créer un compte, ça me connecte automatiquement avec mon mail sur mon compte. Donc, je ne peux pas te montrer comment ça se passe directement après, mais c'est très simple. On te demande juste les informations concernant ta micro-entreprise, donc nom, prénom et le SIREN ou le SIRET. Et tu peux le voir, si tu es passé par le lien en dessous, tu as un code promo directement qui est intégré qui permet d'avoir un bonus sur la version gratuite et aussi sur les versions payantes d'avoir directement aussi un mois gratuit. Donc, c'est juste hyper intéressant par rapport à ça. Et directement après, tu n'as plus qu'à activer la facturation électronique parce qu'il faut que tu passes par une plateforme PDP comme Indy, mais surtout que tu l'actives. Et l'activation, ça prend moins d'1 minute en fait. Donc c'est nom, prénom, SIREN ou SIRET de l'entreprise et tu peux activer en un clic. Comme ça, tu es conforme pour 2026 et tu risques pas de recevoir un courrier de l'administration fiscale avec des amendes qui, on l'a vu, sont de plus de 1000 € avec aussi qu'on appelle ça, c'était 500 € par mois s'il n'y avait pas certaines règles qui étaient respectées. Donc là, au moins, tu es tranquille, tu auras 0 amende par rapport à ça. Ensuite, on passe à la 11e chose qui peut déclencher un contrôle fiscal. C'est quand un de nos clients a un contrôle fiscal ou un fournisseur et qui a des factures à notre nom non déclarées. Donc là, pareil, ça crée une incohérence directement. Donc via droit de communication, il trouve nos factures oubliées auprès d'un client ou fournisseur qui a un contrôle fiscal. Donc là, redressement, pénalité majorée, il faut savoir que là, c'est extrêmement lourd parce qu'en fait, c'est vraiment de la fraude pure et dure. C'est-à-dire qu'il y a des factures qui ont été faites, qui ont été envoyées. Cet argent, il n'a jamais été déclaré. Donc là, clairement, c'est une catastrophe. Et là, le problème, c'est que
En fait, on peut avoir un contrôle fiscal en micro-entreprise qui est plus ou moins lourd en fonction des erreurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui pour le coup a fait une petite erreur entre le revenu déclaré aux impôts et ce qu'il a déclaré à l'URSSAF, ça peut déclencher un contrôle, mais s'il n'y a que ça, c'est pas problématique. Mais s'il commence à y avoir plusieurs éléments ou des éléments graves comme ici, bah clairement c'est une catastrophe, hein. Donc ça, il faut faire hyper attention. Et de toute façon, maintenant, avec le fait de devoir passer par des plateformes de facturation électronique, bah pour le coup, en fait, ça va plus être possible. Et c'est aussi c'est pour ça que l'État a mis en place en 2026 l'obligation de passer par des plateformes de facturation électronique PDP qui sont agréées par eux pour être sûr que bah, finalement, il n'y ait pas de facture qui passe à la trappe. Mais il y a toujours des personnes qui vont faire des factures à côté, des fausses factures, et qui vont envoyer cet argent-là sur un compte bancaire perso ou je ne sais où. Mais encore une fois, hein, l'administration fiscale, ils sont pas bêtes, hein, ils ont toutes les infos. Donc voilà, faut faire hyper attention à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 11 erreurs à ne jamais faire pour éviter d'avoir un contrôle fiscal en micro-entreprise. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu as la moindre question, à la mettre en commentaire. Si tu as vécu aussi un contrôle dernièrement, à le partager avec ton retour d'expérience. Et comme j'ai dit, je mettrai les liens ci-dessous, notamment pour ouvrir un compte pro, que ce soit avec Revolut ou Indy directement, avec les bonus à l'ouverture. Il y a 80 € offerts, ou sinon pour directement Indy, il y a aussi un bonus spécial à l'ouverture du compte gratuit, et aussi le lien pour faire sa facturation électronique directement pour être parfaitement conforme et ne pas avoir un contrôle parce qu'on n'est pas agréé et on n'est pas passé par une plateforme de facturation électronique. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.